Mesdames, Messieurs les membres de la Commission, nous sommes réunis aujourd'hui, 19 octobre, pour l'acte 3 et dernier acte de la réévaluation des médicaments spécifiques de la maladie d'Alzheimer. Je me permets de vous rappeler que vous vous êtes prononcé sur la réévaluation du service médical rendu et de l'amélioration du service médical rendu le 20 juillet, que vous avez approuvé le 14 septembre le phrasé, autrement dit le libellé du projet d'avis qui a été rédigé par le service d'évaluation du médicament de la HAS après les débats qui ont eu lieu et enrichi par la teneur de ces débats, que quelques jours après le 14 septembre, dès lors que les projets d'avis ont été rédigés et approuvés, ces projets d'avis ont été adressés réglementairement aux 4 firmes intéressées et que ces firmes, selon la réglementation, ont demandé pour 3 d'entre elles, nous en parlerons tout à l'heure dans un instant, une audition devant la Commission afin de contre-argumenter nos avis. Une firme n'a pas demandé d'audition, mais nous a fait passer des observations écrites dont la teneur, le contre-argumentaire, est très voisin du contre-argumentaire des 3 firmes qui viennent en audition. En particulier, la firme Eisai, qui ne vient pas en audition aujourd'hui, dans ses demandes, souhaite ne pas rester sur le SMR que nous projetons de donner à son produit et discute également, comme les 3 autres firmes, la durée du traitement que nous proposons au remboursement. Donc en réalité, vous allez assister et vous allez participer à cette audition des 3 firmes, mais sachez d'ores et déjà que la 4e qui ne vient pas a les mêmes récriminations, les mêmes demandes, et par ailleurs, bien entendu, dans un souci d'équité, puisque le 20 juillet et le 14 septembre, vous n'avez pas considéré qu'il y avait lieu de distinguer entre les performances des produits, il est clair que toute modification que nous apporterions à l'avis d'un des produits serait immédiatement retranscrite aux 3 autres, c'est-à-dire en quelque sorte généralisée. Donc je vous propose maintenant de faire entrer, si vous voulez bien faire entrer les firmes pour cette audition qui est une audition commune des 3 firmes. Alors je rappelle la procédure. Nous écoutons les firmes qui viennent avec leurs experts. Nous les interrogeons à la suite de leur audition si nous avons des éclaircissements ou si nous souhaitons un débat avec les nouveaux éléments à prendre éventuellement en compte. Puis après la sortie des firmes, nous aurons le débat définitif et le vote définitif. Ça veut dire qu'aujourd'hui, 19 octobre, nous rendons un avis définitif concernant le SMR, la SMR, la durée de traitement, que le service va par conséquent rédiger un avis définitif, cela va prendre 1 ou 2 jours, qu'à ce moment-là, nous enverrons aux firmes l'avis définitif et qu'elles ont réglementairement 8 jours calendaires pour faire part, non pas cette fois de leur protestation, mais pour faire part d'erreurs factuelles de coquilles qui n'auraient pas été précédemment traquées dans les versions précédentes. Voilà, donc nous allons faire entrer les firmes. Bien, donc je vais vous demander de vous présenter pour que la vidéotransmission puisse éventuellement faire état de votre présence et de votre identité. Vous avez la parole, monsieur. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, je voulais d'abord vous remercier de nous offrir l'opportunité de nous présenter devant vous en audition. Nous sommes donc 3 laboratoires pharmaceutiques, comme vous l'avez rappelé, à avoir sollicité cette audition dans le cadre de la réévaluation des médicaments de la maladie d'Alzheimer. Et nous avons souhaité être représentés par le professeur Jean-François Dartigues, neurologue, professeur de santé publique à l'Université de Bordeaux. Et je voudrais présenter donc mes collègues de l'industrie pharmaceutique, mesdames Hansen et Goni, qui vont représenter les laboratoires Lundbeck, monsieur Perret, qui représente le laboratoire Novartis, et moi-même, Éric Bazeillac, pour le laboratoire Janssen. Voilà. Donc si vous m'y autorisez, je passe la parole au professeur Jean-François Dartigues. Je vous en prie. Mon cher collègue, Merci. vous avez la parole. Bonjour à tous. Donc je m'appelle effectivement Jean-François Dartigues. Je suis, comme vous l'avez dit, président
pardon, pas président, c'était un lapsus, professeur de santé publique à l'université de Bordeaux 2, et je suis quand même président de plein de choses, mais c'est différent, et neurologue, directeur du CMRR de Bordeaux, du Centre de mémoire de ressources et de recherche de Bordeaux. Je dirige aussi une unité INSERM, une équipe INSERM sur épidémiologie et neuropsychologie du vieillissement. Et dans ce cadre-là, je travaille depuis de longues années avec l'industrie pharmaceutique pour des études comme PACWID et l'étude des 3 cités, qui sont des cohortes populationnelles en population qui ont amené à, disons, les connaissances que l'on a actuellement en France de l'épidémiologie, de la maladie d'Alzheimer et des maladies apparentées. Et c'est cette spécialisation en santé publique qui fait que j'ai accepté de représenter les 3 laboratoires pour discuter avec vous de la décision de réévaluation des médicaments anti-Alzheimer. Donc je vous propose qu'on passe, c'est vous qui... Voilà. Donc les médicaments anti-Alzheimer, les inhibiteurs de la cholinesterase et la mévantine, sont des médicaments utilisés internationalement de manière très large. Le développement de ces médicaments s'est fait selon les normes européennes et internationales, adaptées à la physiopathologie de la maladie, en particulier la recherche de patients dépendants. Les firmes ont finalement présenté des essais basés sur des recommandations à la fois de l'agence européenne et de l'agence américaine et conduit des études de façon à démontrer un effet symptomatique des produits, c'est très important, avec amélioration de la cognition des malades, amélioration de l'autonomie dans les activités de la vie quotidienne et amélioration globale mesurée conjointement par le praticien et l'aidant sur des essais avec suivi sur 6 mois essentiellement. Ainsi, ces 3 produits ont été commercialisés et disponibles et remboursés pour les Bixa dans 83 pays, pour l'Exelon dans 93 pays et pour le Réminil dans 71 pays avec les indications que vous connaissez selon le stade d'évolution de la maladie. La suivante. Donc ces médicaments font l'objet d'une réévaluation régulière, ce qui est évidemment tout à fait logique, dans différents pays. Des revues permettant de réévaluer les données d'efficacité et de tolérance permettent de réévaluer le rapport bénéfice-risque de ces médicaments. Il y a eu des révélations récentes pour la prise en charge des malades dans 2 pays européens majeurs, mais aussi aux États-Unis, qui ont conclu à une réévaluation positive des 3 médicaments par le NICE en mars 2011 et une réévaluation par l'équivalent allemand Liegvig qui est en cours pour l'Exelon et le Réminil et positive en mars 2011 pour les Bixa. La suivante. En ce qui concerne les données d'efficacité, vous avez reconnu dans votre avis que des résultats d'études convergent sur l'existence d'un bénéfice avec une taille d'effet certes modeste sur la cognition, sur les activités de la vie quotidienne et sur l'état global des patients par rapport au placebo sur 6 mois. Vous avez également reconnu l'absence d'alternatives médicamenteuses dans le traitement de ces patients sur ces critères, cognition, fonction, appréciation globale. D'ailleurs, cette absence d'alternative médicamenteuse a été confortée en août par un gros essai négatif publié dans le Lancet dans le traitement de la dépression chronique compliquant la maladie d'Alzheimer avec un échec des médicaments antidépresseurs par une étude réalisée en Angleterre indépendante de l'industrie pharmaceutique. Il y a donc bien absence d'alternatives médicamenteuses, en tout cas, pour la prise en charge de ces malades. La commission de transparence a également pris acte de l'expérience clinique des experts et des cliniciens qui suivent ces patients. Les traitements peuvent améliorer
ou stabiliser l'état clinique pendant quelques mois. Entre 40 et 50% des patients sont initialement stabilisés sur 6 mois et 20% des patients voient même une amélioration de la cognition et de la fonction. La suivante. Par contre, la commission de transparence n'a pas pris en compte les données des études cliniques à long terme jusqu'à 5 ans, car vous avez considéré qu'elles étaient réalisées en ouvert et donc manquaient de niveau de preuve. Il faut quand même souligner que ces études vont toutes dans le sens d'un ralentissement du déclin cognitif et fonctionnel en se basant sur des comparaisons historiques et pas sur des essais randomisés. Nous sommes d'accord avec cela. Des comparaisons historiques avec des cohortes antérieures à l'introduction du traitement. La durée de la maladie elle-même est en train d'augmenter. Dans les années 90, elle était aux alentours de 4 à 5 ans. Elle est maintenant de 6 à 7 ans, selon les études épidémiologiques. Imputer cet impact à la seule amélioration de la prise en charge non médicamenteuse est contestable, alors qu'aucune prise en charge alternative, aucune thérapeutique non médicamenteuse n'a fait la preuve de son efficacité de manière crédible sur la cognition et la dépendance des patients. Autant les thérapeutiques non médicamenteuses sont efficaces, et on le sait depuis longtemps, sur la santé des aidants, par le soutien à l'aidant, sur la qualité de vie des aidants et des malades, et sur le maintien à domicile. C'est vrai que le soutien à l'aidant est efficace sur ça. Autant les thérapies médicamenteuses n'ont pas d'impact crédible, non médicamenteuses n'ont pas d'impact crédible sur la cognition et l'état fonctionnel des patients. La commission de transparence n'a pas non plus pris en compte l'impact des anti-Alzheimer sur la consommation des neuroleptiques, en particulier donc la mémantine, après une étude, alors qu'il y avait une étude réalisée par l'INSERM à la demande de la DGS, certes financée par les labos, mais demandée à la DGS après la mise sur le marché de la mémantine. Donc vous n'avez pas non plus tenu compte de ces résultats. La suivante. En ce qui concerne la tolérance, la commission de transparence a reconnu que ces traitements ne semblent pas avoir d'effet sur la mortalité. Vous avez conclu, sur la base de notifications spontanées, que des effets indésirables, digestifs, cardiovasculaires, neuropsychiatriques pouvaient être graves et jusqu'à nécessiter l'arrêt du traitement. Toutefois, vous avez reconnu que nombre de ces effets indésirables pourraient être expliqués par l'évolution de la maladie et les comorbidités extrêmement fréquentes, évidemment, chez les patients ayant une maladie d'Alzheimer après 70 ans. Vous n'avez pas tenu compte les données rassurantes des études contrôlées en raison du doute sur la transposabilité des résultats dans la vraie vie. Alors que dans plusieurs de ces études contrôlées initiales, à court terme, les patients présentaient effectivement de multiples comorbidités et prenaient des comédications. Par exemple, 45% des patients avaient des médicaments cardiovasculaires et des bradycardies, et 30% prenaient des psychotropes. Toutes les études n'ont pas exclu la présence de psychotropes. Vous n'avez pas non plus pris en compte les données de tolérance à long terme, jusqu'à 5 ans en ouvert et jusqu'à 2 ans de manière contrôlée contre produits actifs. Ces études confirmant les études contrôlées à court terme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence significative de tolérance entre le placebo et le produit actif. La suivante. Donc, finalement, à l'issue de cette analyse du rapport efficacité-tolérance, en tant que professeur de santé publique, j'ai quand même hésité à venir ici devant vous défendre les produits. J'ai donc repris ce qu'était un SMR, bien sûr, vous le savez. Le SMR prend en compte, vous le savez bien, la gravité de la maladie, le rapport d'efficacité bénéfice, le caractère préventif, curatif ou symptomatique,
des produits, la place dans la stratégie thérapeutique, notamment au regard des autres thérapeutiques disponibles, et l'intérêt pour la santé publique. Et si je suis venu ici, c'est surtout pour les aspects santé publique, les aspects efficacité, tolérance, étant jugés par ailleurs, même s'ils m'intéressent, c'est surtout cette partie-là que je voudrais argumenter maintenant. La suivante. À mon avis, un SMR faible, un service médical rendu faible, actuellement, n'est pas justifié. Premièrement, il faut le redire, même si vous le savez, la maladie d'Alzheimer est une maladie fréquente, qui va être de plus en plus fréquente dans le futur. C'est une maladie grave, la peur numéro 1 des gens de plus de 50 ans, et c'est une maladie invalidante, qui représente de très loin la cause principale de dépendance du sujet âgé. Dans un rapport récent à la CNSA, nous avons évalué, à partir des cohortes, la part attribuable à la dépendance de la démence, elle est supérieure à 75%. 75% de la dépendance lourde est attribuée à la démence. Ce qui veut dire que si on maîtrise mieux la démence et la maladie d'Alzheimer, on peut espérer contribuer à diminuer le fardeau de la dépendance dont vous savez qu'il pose un problème majeur de santé publique. Le rapport efficacité-tolérance est inchangé depuis la dernière réévaluation. Il n'y a pas de nouveaux éléments remettant en cause les données d'efficacité et il n'y a pas de nouveaux éléments réellement convaincants mettant en cause les données de tolérance. L'effet symptomatique est reconnu par tout le monde. Il n'y a pas, et ça c'est très important, il n'y a pas d'alternative médicamenteuse et il n'y a pas non plus d'alternatives non médicamenteuses crédibles. La preuve de ça, c'est que le ministère de la Santé nous a confié en 2008 à Bordeaux l'organisation d'une étude enfin efficace, enfin démonstrative, qui s'appelle l'étude ENNA3 pour évaluation des thérapeutiques non médicamenteuses dans la maladie d'Alzheimer, que nous menons actuellement sur 40 centres en France, 650 patients, 2 ans de suivi, avec comme critère principal la cognition et la fonction. Nous n'aurons les résultats de cette étude que dans 2 ans, mais si le financement a été obtenu de la Sécurité sociale, du PHRC, de la CNSA et de la DGS, c'est bien parce que tout le monde considérait que les thérapeutiques non médicamenteuses n'étaient pas crédibles actuellement. C'est vrai que si on fait l'analyse, ce que nous avons fait l'analyse de la littérature, on voit bien que les essais publiés dans le domaine des thérapeutiques non médicamenteuses, c'est-à-dire la réminiscence thérapie, c'est-à-dire la stimulation cognitive, c'est-à-dire la remédiation, sont faits sur de petits échantillons, avec des critères de jugement sans insu, et avec un manque de puissance évident, donc pour montrer, et une absence de réplication. Donc il n'y a pas de preuve tangible. Vous-même, vous rejetteriez, si vous aviez à juger de l'efficacité de ces produits, et du rapport bénéfice-risque, même si le risque est faible, évidemment, de l'efficacité des thérapies non médicamenteuses. Donc ça, c'est un fait. D'autre part, il y a un impact reconnu, que vous aviez reconnu en 2007, et qui est inchangé, de la prescription des médicaments en santé publique pour la structuration de la prise en charge de la maladie. Les choses, malgré le plan Alzheimer, n'ont pas réellement changé. La maladie est encore sous-diagnostiquée. La proportion de cas de malades qui n'en parlent pas à son médecin généraliste reste inchangée, c'est à peu près un tiers des cas. La proportion de cas qui ne passent pas du généraliste au spécialiste reste inchangée. Actuellement, un tiers des cas seulement sont diagnostiqués et le diagnostic est toujours aussi tardif. Avec, par exemple, dans la Banque nationale Alzheimer, un MMS moyen de 19. Ça veut dire que la maladie évolue déjà depuis 3-4 ans avant d'être diagnostiquée, avec tout un tas de risques derrière, bien sûr, en santé publique. Par exemple, le risque d'accident de la route,
Par exemple, le risque de maltraitance, et de maltraitance financière en particulier. Il y a un exemple célèbre qui est en cours actuellement en France. Un diagnostic tardif existe toujours. Et ce diagnostic tardif, il a une cause principale, le manque de crédibilité des traitements depuis le début où on parle de la maladie, manque de crédibilité chez les aidants, chez les malades, chez les médecins. Donc, une dégradation du SMR ne pourrait qu'aggraver considérablement les choses. Et elle serait réellement contre-productif par rapport au reste des politiques publiques, notamment au plan Alzheimer, qui dit qu'il faut faire un diagnostic le plus précoce possible, ce qui est complètement déroutant. D'autre part, il existe actuellement une inégalité d'accès aux soins et aux aides en France. Pas tellement aux soins, c'est vrai, mais essentiellement aux aides, notamment quand on doit avoir recours à l'entrée en institution. Le reste à charge dans l'entrée en institution, lorsque le malade est dépendant et entre en institution, représente près de 50% du coût de la maladie. Et ce reste à charge ne serait donc qu'aggravé en cas de déremboursement des médicaments anti-Alzheimer. À mon avis, compte tenu de tous ces éléments, tout ceci justifie un maintien d'un SMR important. La suivante. Pour rentrer un petit peu dans les détails, un autre argument important, c'est que finalement, près d'un tiers des patients traités actuellement ne sont pas pris en charge au titre de l'ALD 15, qui est l'ALD pour la maladie d'Alzheimer. Pourquoi cela? Eh bien, essentiellement, probablement par négligence, mais aussi parce que les gens sont sous ALD pour un autre médicament. Ce qui veut dire qu'un déremboursement à 15% pourrait poser évidemment des problèmes de prise en charge, soit du côté des mutuelles, soit du côté des assurances privées. Et d'autre part, on sait très bien qu'un passage à 15% et un SMR faible est l'antichambre du déremboursement total, ce qui serait évidemment encore plus catastrophique, ce qui fait qu'on a vraiment un enjeu là de solidarité nationale. La suivante, donc au total, et en référence à tout ce qui vient d'être dit et au projet d'avis, réellement, aucune nouvelle donnée ne permet de justifier un SMR faible. Et ce qui est évoqué pour dire les choses ont changé, c'est-à-dire il existe des alternatives non médicamenteuses possibles, eh bien ce n'est pas vrai. Deuxièmement, le rôle structurant des médicaments n'est plus aussi important. Eh bien je considère aussi que ce n'est pas vrai actuellement. Et c'est pour cette raison que je pense qu'il n'y a pas de justification à un SMR faible. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur et chers collègues, de votre présentation. Est-ce que d'autres membres de la délégation audition souhaitent s'exprimer après monsieur Dartigues? Non. Mais je crois qu'on va pouvoir passer aux questions, hein, bien entendu, puisque ces auditions doivent être aussi l'objet, non pas d'un débat, le débat aura lieu après, mais d'un échange. Qui souhaite poser les questions? Monsieur Trémolière. Moi, je ne suis pas du tout neurologue, mais comme membre de la commission de la transparence, je me suis bien entendu intéressé dans le détail à ces dossiers, parce qu'il y en a plusieurs. J'ai bien compris que, et à vrai dire, on l'avait vu dès les premiers avis de la transparence il y a plusieurs années, qu'on avait une amélioration symptomatique qui, en gros, est limitée à 3 items. La cognition, d'une part, l'amélioration de la vie quotidienne, encore qu'elle soit affublée du qualificatif de non quantifiable, et puis globalement une impression clinique de changement, ce qui n'est pas une donnée d'une puissance objective absolument certaine. Par contre, il n'y a aucun effet noté sur les autres symptômes, comme les troubles du comportement, la qualité de la vie, la date de mise en institution, ainsi que, par exemple, la mortalité. Personnellement, il n'y a rien, me semble-t-il, dans les dossiers sur la dépendance.
Et quand on parle de la structuration de la prise en charge par le traitement, je ne sache pas que la structuration de la prise en charge soit un effet pharmacologique des médicaments. Et c'est justement, moi, l'absence de données nouvelles depuis 2004, disons, par rapport aux essais qui limitaient de toute façon l'étude de ces améliorations symptomatiques sur une durée de 6 mois, qui m'a conduit à être d'accord pour donner cet avis d'un SMR faible. Je trouve que depuis 7 ans, on aurait pu faire avancer les choses et avoir des données complémentaires, notamment dans la durée. Ces données n'existent pas. Vous avez fait allusion à l'avis favorable donné au printemps par le NICE anglais. Le compte-rendu du NICE anglais est assez surprenant parce que finalement, il fait exactement la même analyse que celle que je viens de présenter. Il s'émeut du fait que depuis 7 ans, on n'ait aucune donnée nouvelle et qu'il en faudrait. Et on s'étonne qu'aujourd'hui, on se dise il en faudrait, alors qu'elles auraient dû être mises en route de façon beaucoup plus précoce. Et très curieusement, le NICE, après avoir dit exactement la même chose que nous, confirme que ces médicaments sont bien efficaces. Monsieur Trémolière, c'était un commentaire plus qu'une question, par conséquent. C'est un commentaire. Bien. Est-ce que je peux quand même répondre un petit peu à ce commentaire? Bien sûr, monsieur Darty. 2 points. Brièvement, si vous voulez. Brièvement. Premièrement, quand on parle d'amélioration dans les activités de la vie quotidienne, on parle d'action sur la dépendance. Donc s'il y a amélioration des échelles d'activité de la vie quotidienne, il y a amélioration de la dépendance. Donc les deux sont évidemment complètement liés, c'est la même chose. Le deuxième point, c'est qu'on ne peut pas dire que, disons que qu'on n'ait pas progressé sur l'analyse et la compréhension de l'efficacité à plus long terme de ces traitements, parce qu'il y a dans le monde actuellement et en Europe des essais en cours, dont certains sont terminés, dont certains sont sous presse, dont on ne peut pas discuter aujourd'hui ici, mais qui vont, dans les mois qui viennent, répondre à toutes ces questions qu'on se pose. Alors évidemment, par exemple, je pense à l'essai Domino. L'essai Domino a été mis en place en 2007, mais ça prend beaucoup d'années avant d'avoir les résultats. On a juste la fin de l'essai en mars de cette année. Donc on n'a pas les résultats, on ne peut pas en discuter ici. Mais c'est vrai que les choses ont été mises en place, et surtout en Angleterre, il faut bien le dire, et grâce à la très bonne relation qu'il y a entre le NICE et le Medical Research Council, ce qu'on n'a peut-être pas encore en France, mais qu'on risque d'avoir dans le futur. Merci pour cette réponse. Qui souhaite J'ai naturellement ouvert mes 2 oreilles encore plus largement que pour tout le reste de l'audition lorsque vous avez fait cet appel à la solidarité nationale. Mais vous savez, je crois qu'il faut bien considérer que cette commission est une commission scientifique et qu'en aucun cas, elle ne peut faire autre chose que d'évaluer les médicaments selon les performances démontrées. Il y a les performances dans les essais, il y a les performances dans la vie réelle. Et elle ne saurait, cette commission, et on peut le regretter, moi je ne le regrette pas du tout, être une variable d'ajustement. Je veux dire, lorsque cette commission se prononce pour un niveau de SMR, j'essaie de bien expliquer la position de la commission, puisque nous échangeons. Et il est important qu'il n'y ait pas de malentendu entre nous. Lorsque nous nous prononçons pour un niveau de service médical rendu, nous le faisons pour des raisons scientifiques. Et bien sûr que nous sommes citoyens et que nous n'ignorons pas les conséquences possibles de nos avis scientifiques. Mais nous ne pouvons pas faire ni la politique du médicament du pays ici, vous le comprenez bien, ni résoudre les problèmes de solidarité nationale et d'accès qui, du point de vue de l'équité des soins, à tel ou tel centre, ou au contraire à l'éloignement de tel ou tel centre pour certains patients. De la même manière, nous sommes extrêmement sensibles à vos arguments sur le diagnostic tardif. Enfin, tout cela, nous le savons, nous le prenons en compte, mais il nous est imposé un rôle qui est celui d'une évaluation scientifique. Et ce qui vous expliquera, je ne songe pas à vous convaincre, Monsieur Darty, je songe simplement à ce que vous compreniez bien dans quelles contraintes réglementaires
La commission de la transparence se trouve, elle en a l'habitude. Juste, est-ce que je peux répondre à ce que... Bien sûr, Monsieur Dartigue. Il y a quand même un item dans le SMR qui est l'impact en santé publique de la prise de ces médicaments. Cet impact en santé publique est un des 5 éléments, et c'est dans ce cadre-là que le recours tardif aux soins et l'inégalité d'accès aux aides et aux soins était un élément qui, je pense, méritait d'être discuté. Mais je comprends bien le sens de votre intervention. Je dois dire que, en effet, l'intérêt, l'impact de santé publique, les uns disent intérêt, les autres impact, avec des arrière-pensées, des idées sous-jacentes. Enfin, disons, l'impact de santé publique fait partie, en effet, du SMR, sous le nom d'intérêt de santé publique, et il est évalué au profit de cette commission par un groupe de travail qui s'appelle le groupe de travail Intérêt de santé publique et études post-inscription. Donc ce groupe a travaillé et ce groupe nous a évidemment fourni du grain à moudre pour participer en tout cas à la production de notre avis. En tout cas, merci d'avoir rappelé le rôle de l'impact de santé publique dans une affection comme celle-là, bien entendu. Hein? Mesdames, Messieurs, avez-vous des questions? Souhaitez-vous des éclaircissements supplémentaires? Monsieur Ponsonnaille. Oui. Monsieur le Président, oui, j'ai été frappé par ce que vous avez dit sur la prise en charge en affection longue durée des patients traités par ces molécules. Apparemment, 30%, c'est cela, des patients qui prennent ces molécules ne seraient pas pris en affection longue durée. En affection longue durée pour maladie d'Alzheimer. Justement, la question que je me posais, comment expliquez-vous cela? Est-ce que ce sont des patients qui prennent ces médicaments alors qu'ils n'ont pas de maladie d'Alzheimer? Non. Ou bien est-ce que ce sont des médecins qui n'ont pas fait la déclaration de maladie d'Alzheimer? Il y a, on a dans les études comme l'étude des 3 cités ou l'étude, une étude en milieu agricole que nous menons actuellement, la possibilité de comparer les diagnostics que nous faisons au cours de ces études avec les diagnostics qui sont enregistrés par la Caisse d'assurance maladie ou la Mutualité sociale agricole. Le pourcentage de cas traités qui ne sont pas des maladies d'Alzheimer ou des maladies apparentées, la maladie des cordes Lewy, démence parkinsonienne, est extrêmement faible. Il y a très peu de malades qui sont traités, semble-t-il, alors qu'ils n'ont pas la maladie. Même avec le MCI, c'est-à-dire l'état précoce. Par contre, il y a un pourcentage non négligeable de malades qui sont traités et qui n'ont pas la LD15 pour la maladie. La plupart, c'est effectivement parce qu'ils ont une autre cause d'ALD, cardiovasculaire pour la plupart, mais également par négligence globale du système qui fait qu'il n'y a pas de demande d'ALD qu'on traite. Alors c'est vrai que peut-être que ça pourrait se corriger, mais ça fait partie finalement de la temporisation générale qu'on a autour de cette maladie, en grande partie du fait du manque de crédibilité, encore une fois, des thérapeutiques. Merci infiniment. Eh bien, mesdames, messieurs, merci d'être venus présenter le point de vue des 3 firmes. Monsieur Dartigue, merci de votre présentation bien claire, bien étoffée. Et je propose donc qu'on termine cette audition maintenant. Merci beaucoup. Merci à vous.